Bonjour. Courage. Je m'appelle Amélie Pinard. Je vais vous expliquer ce que j'ai commencé à faire pendant ma thèse de recherche en sciences, que j'ai commencé au mois d'octobre, que j'effectue à la faculté de médecine de la Timone à Marseille, donc sous la direction de Gwenaël Collot-Bérou, dans l'équipe de Christophe Bérou, qui se trouve dans l'unité INSERM UMR S910, qui est dirigée par le professeur Nicolas Lévy. Donc c'est une thèse qui est financée donc, par l'association AFSMA. Et au cours de... Et donc ça porte sur les bases de données du syndrome de Marfan et des pathologies qui y sont associées. Et donc au cours de mon exposé, je vais vous expliquer ce que sont les bases de données, comment elles marchent et à quoi elles vont servir, à quoi elles servent. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est une maladie génétique. Donc l'homme est composé de milliards de cellules. Chacune va contenir 46 chromosomes qui vont être porteurs du patrimoine génétique. Et donc, il va suffire qu'il y ait une mutation dans l'ADN pour produire une maladie génétique, avec les conséquences que l'on connaît. Donc, pour le syndrome de Marfan, le premier gène qui a été identifié comme étant impliqué dans la pathologie, c'est le gène FBN1, qui donne la protéine fibrilline 1. Donc, ça, c'est le gène. Et donc, cette fibrilline va interagir avec d'autres fibrillines pour former des microfibrilles. Et ensuite, ces microfibrilles vont former un réseau fibrillaire. Quand la protéine va être mutée, c'est tout le réseau qui peut être perturbé. Et donc, c'est ça qui fait les problèmes. Donc là, c'est au niveau du tissu conjonctif. Donc on peut voir qu'il y a de la fibrilline un peu partout. Donc le tissu conjonctif est composé aussi de fibres de collagène, d'élastine, de fibroblastes. Et donc si la protéine, elle peut perturber tout le réseau en fait. Donc du coup, quels sont les signes cliniques qui vont être observés? Donc du tissu conjonctif, il y en a un peu partout. Donc il va pouvoir y avoir des défauts au niveau de l'œil, du squelette, mais aussi des défauts cardiovasculaires au niveau des poumons, comme on a pu voir tout à l'heure, et de la peau. Donc ce qu'on sait, c'est qu'une même mutation, qui va être portée par plusieurs personnes de la même famille, va donner des signes cliniques parfois différents. Donc on peut voir que dans cette famille, la mère elle a des défauts cardiovasculaires et squelettiques, mais son fils, lui, il a des défauts cardiovasculaires et oculaires. Sa fille, des défauts oculaires et squelettiques. Donc ils ne partagent pas forcément les mêmes signes cliniques, c'est pour ça que c'est difficile à caractériser. Et très souvent, l'anomalie génétique, donc la mutation qui va être responsable de la maladie, va être différente d'une famille à une autre. Donc, je vais vous expliquer maintenant. En fait, c'est les laboratoires qui collectent ces données, qu'elles soient génétiques ou cliniques, au niveau d'une équipe ou d'un laboratoire, c'est difficile de récupérer toutes les données et de pouvoir les analyser pour en tirer des conclusions au niveau de la pathologie, de son pronostic. Du coup, l'idée c'était de centraliser toutes ces données dans une base de données. Donc la base de données, c'est un outil de gestion de données dans lequel on va rentrer des mutations et les signes cliniques qui y sont associés. Donc en 1993, il y a Christophe Bérou, donc le directeur de l'équipe où je me trouve, qui a créé un logiciel qui s'appelle UMD et qui est utilisé pour créer ces bases de données. Et le fait qu'elles soient hébergées sur Internet, ça permet que les généticiens, les cliniciens et les chercheurs du monde entier puissent la consulter. Donc, concernant le syndrome de Marfan, il y a 4 bases de données qui ont été créées depuis 1995, donc au fur et à mesure de la découverte des différents gènes. Donc il y a FBN1 et FBN2 pour les fibrillines 1 et 2. Donc la fibrilline 1, c'est ce que je vous ai présenté précédemment. Mais également les gènes TGF-bêta-R1 et TGF-bêta-R2, qui sont les récepteurs 1 et 2 au TGF-bêta. Et donc pour la base de données FBN1, elle a été initiée en 1995
avec les professeurs Catherine Boileau, le docteur Chantal Stoner et le professeur Guillaume Jondeau. Et donc ça, c'était principalement pour les mutations françaises. Et sur la période 2004-2007, en fait, le professeur Laurence Fer a permis de valider beaucoup de dossiers de la littérature scientifique et elle a permis de valider beaucoup de données cliniques au niveau des laboratoires européens. Donc il y a plus de 1000 dossiers qui ont pu être validés, donc, pour les patients français, mais également au niveau européen. Donc ce que nous apportent ces bases de données, c'est que du coup, chacune va répertorier les mutations mondiales d'un des 4 gènes qui ont été identifiés. Donc les mutations et la clinique qui sont publiées dans la littérature scientifique, mais également celles qui sont envoyées par les différents laboratoires qui collaborent avec nous au niveau international. Donc cela, ça permet de donner un nom avec les mêmes règles. Donc, ça s'appelle une nomenclature. Donc toutes les mutations vont avoir le même format. Et également de décrire les différentes anomalies cliniques avec un même vocabulaire. Donc ça s'appelle l'ontologie. Donc au quotidien, à quoi ça sert? Donc pour le clinicien et le généticien, ça va permettre de savoir si la mutation qu'on pense avoir identifiée chez le patient est bien une vraie mutation. Est-ce qu'elle a déjà été décrite dans d'autres familles? Et quels étaient les phénotypes qui étaient associés? Donc quels étaient les signes cliniques que présentaient ces patients? Donc notamment savoir si ces patients avaient des anomalies cardiaques. Et ça, c'est des critères qui vont être pris en compte dans réaliser, qui sont les critères cliniques qui permettent de poser le diagnostic. Donc par exemple, si un médecin identifie la mutation qui est écrit ici C184C dans le T, donc c'est pas très important, c'est une mutation comme ça, une parmi d'autres. Donc il va pouvoir aller dans la base de données et voir qu'il y a 8 patients qui ont déjà été précédemment décrits avec cette mutation, ici. Et grâce donc, notamment aux collaborations internationales, elle a été retrouvée en Chine, en France, en Allemagne et également aux États-Unis. Donc c'est important. Si on était resté peut-être qu'en France, on n'aurait peut-être pas vu autant de patients. Et pour savoir si donc c'était une variation qui était responsable de la pathologie, en fait il y a un logiciel qui a également été créé par Christophe Bérou qui s'appelle UMD Predictor et qui a pour but de prédire si la mutation est responsable ou pas de la pathologie. Donc on peut voir ici que par exemple pour une mutation, la protéine qu'on attend, qui est normale ici, elle peut être tronquée, il va lui manquer un morceau. Donc ça va être gênant dans le tissu conjonctif, comme je disais tout à l'heure, ça va perturber, ou alors il y a un morceau qui va lui être rajouté ou complètement modifié. Et des fois même juste une toute petite, un tout petit changement dans la protéine peut avoir de graves conséquences. Et donc du coup, le logiciel va lui attribuer un score avec une couleur. Et donc si c'est rouge, ça veut dire que c'est très probablement la mutation qui est responsable de la pathologie. En revanche, quand on est plutôt vers le vert, c'est que c'est juste une variation, mais qui n'a pas de conséquences chez le patient. Donc ensuite, on va aller regarder au niveau clinique. Donc chez les patients où ça a déjà été décrit, quels étaient les signes cliniques qu'ils présentaient. Donc ici, on peut voir qu'il y a des défauts cardiovasculaires et oculaires pour ce premier patient. Pour le second, il y a des signes squelettiques, cardiovasculaires et oculaires. Et en fait, on voit que les deux présentent une dilatation de l'aorte, ici et là. Et donc du coup, ça va être important pour le diagnostic avec les critères. Ça va compter comme un critère que cette mutation ait déjà été décrite avec des signes cardiovasculaires. Donc c'est important que ces données puissent être disponibles justement pour les cliniciens. Donc les différents buts de mon projet de thèse, c'est donc de compléter les données cliniques pour les nombreuses mutations qui sont déjà dans la base de données. En fait, il y a des patients qui ont été rentrés, mais des fois juste avec la mutation, donc on sait qu'elle a déjà été reportée, mais il n'y a pas forcément les signes cliniques, et comme je vous disais, c'est important de savoir justement s'il y a déjà eu des signes cardiovasculaires qui ont été associés à une mutation donnée. Je dois également ajouter les apparentés, parce qu'en fait, a été rentré seulement le premier cas de la famille qui s'est présenté au centre de référence. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'exemple de la famille, même au sein de la même famille avec la même mutation, il y a plusieurs
ils ne vont pas tous présenter les mêmes signes cliniques, donc c'est important qu'ils soient également présents dans cette base de données, donc je vais les rajouter. Et ajouter toutes les nouvelles mutations qui ont été identifiées, donc, principalement depuis 2007 pour la base FBN1 qui n'a pas été entièrement mise à jour. Donc celles qui ont été identifiées avec ces différentes équipes avec lesquelles on collabore au niveau mondial et les données cliniques qui sont associées bien sûr. Et enfin, on va améliorer le site internet en essayant de développer des nouvelles fonctions qui sont demandées par les cliniciens et les généticiens. Et enfin, pour leur faciliter les échanges avec la communauté internationale. Donc ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc depuis octobre de l'année dernière, quand j'ai commencé, j'ai complété les données cliniques donc, pour la base FBN2. En fait, j'ai commencé par celle-là parce que c'était la plus petite et c'était pour bien voir comment ça fonctionnait. Donc j'ai commencé avec la plus simple, entre guillemets. J'ai ajouté les apparentés, donc là maintenant la base est à jour, donc il y a 89 entrées par rapport aux 32 fiches qu'il y avait précédemment et ces mises à jour ont été mises en ligne, donc sont déjà disponibles. Pour les bases TGF-bêta-R1 et TGF-bêta-R2, donc j'ai complété les données cliniques de la littérature, donc celles qui étaient disponibles dans les revues scientifiques. J'ai ajouté les apparentés, mais comme je vous le disais tout à l'heure, souvent il n'y a que la mutation qui est décrite et pas forcément les signes cliniques qui vont avec. Du coup, on est en train de contacter les équipes pour qu'elles nous les transmettent, afin que la base soit la plus complète possible. Donc actuellement, donc, pour la base FBN2, il y a 89 entrées, elle est à jour pour les données cliniques et moléculaires, donc des mutations, et disponible en ligne. Comme je vous ai dit, pour TGF-bêta-R1 et TGF-bêta-R2, c'est à jour au niveau des mutations, mais pas encore des signes cliniques, donc on n'a pas mis sur Internet. Et FBN1, elle est très très grande. Vous voyez, là, il y a déjà 2000 entrées. On pense qu'il y en a encore au moins 2000 familles à rentrer. Donc, et par famille, il y a plusieurs individus, donc ça va être très très long. Voilà. Et donc enfin, ces bases de données, avec les informations qu'elles contiennent déjà, elles ont permis de faire des corrélations entre les mutations, entre la mutation génétique et les signes cliniques qui pouvaient y être associés. Donc ça nous permet d'essayer de prévoir l'évolution de la maladie, de définir des risques par rapport à une mutation précise, on va essayer. Et enfin de mieux comprendre la fonction des gènes. Donc comme vous le savez, si on sait comment fonctionne un gène, ce qui n'est pas toujours le cas, là, quand on aura collecté le maximum d'informations, ça nous aidera peut-être à comprendre comment il fonctionne et donc du coup à essayer de trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, comme ça a été le cas avec le losartan pour les patients qui étaient porteurs d'une mutation dans le gène TGF-bêta-R2. Donc, enfin, notre but ultime, c'est vraiment d'essayer d'améliorer le quotidien des patients avec tout ce qu'on pourra trouver avec ces bases de données. Donc je tenais à remercier tous les collaborateurs qu'on a à travers le monde. Vous voyez, ils sont nombreux. Et enfin, je tenais à remercier donc Christophe Bérou, qui est le directeur de l'équipe dans laquelle je me trouve, qui est l'équipe bioinformatique. Gwenaël Colobérou, qui m'encadre au quotidien, qui m'a proposé ce sujet de thèse et qui a commencé ces bases de données depuis maintenant 20 ans. Et enfin, le reste de mon équipe que vous pouvez voir ici. Voilà. Merci de votre attention.